Bonjour, je m'appelle Oumi Chongan, je suis enseignante-chercheur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Je suis également officier en éthique de l'intelligence artificielle. Je suis initiatrice du podcast NUP. Bienvenue. Cet épisode est dédié à la mémoire de la psychologue et spécialiste en santé mentale, Hélène Loisy, qui aurait dû avoir 37 ans le 11 octobre. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans NUP une jeune femme d'une énergie redoutable qui travaille sans relâche, creuse des sillons larges, mobilise les communautés, s'adresse aux politiques mais surtout recueille la parole des personnes souffrantes, offre des espaces de convivialité pour que chacun et chacune puisse libérer la parole, diagnostiquer les maux d'une société sénégalaise en pleine ébullition, confrontée à plusieurs défis. La restructuration des familles et la violence envers les femmes, la crise de l'éducation et la quête de modèles d'instruction pertinents et contextualisés, la quête de l'emploi, l'hybridation des croyances, les tumultes de l'espace politique, l'explosion du numérique et les inégalités sociales. Fatou Khouma, puisque c'est d'elle dont il s'agit, s'intéresse particulièrement aux assauts que subit la santé mentale et comment apporter des solutions qui sont culturellement pertinentes et situées. Son cheval de bataille, c'est que la psychologie se rende compte qu'il est plus que temps de renouveler son syllabus et que les psychologues descendent sur le terrain et répondent aux enjeux de la santé mentale dans le Sénégal contemporain. Elle a fondé pour cela une association, Wahal Akman, Talk to Me, qui est très active sur les plateformes numériques pour parler de ce qu'elle a vécu et qu'elle connaît la santé mentale, puisqu'elle a fait l'expérience d'une dépression en 2022 qui a complètement révolutionné sa vision du monde et construit son sens de l'engagement dans le milieu de la santé communautaire. Bonjour Fatou. Bonjour. Je suis très contente et honorée en fait que tu acceptes aujourd'hui de converser avec nous au sein du podcast NUP. Tout le plaisir est pour moi. Est-ce que Fatou, tu pourrais un petit peu te présenter à nos auditeurs et auditrices en Afrique qui t'écoutent et un petit peu nous parler de ton parcours? Je ne sais pas si je peux dire autant ou plus que ce que tu viens de dire, mais je vais essayer de rajouter un peu, mais c'est vraiment ça, Fatou. Donc, une personne qui est engagée dans tout ce qui est la cause de la santé mentale. Alors, mon parcours, je suis communicante à la base, une personne qui évolue dans le domaine de la communication, du marketing. Donc, mes études, je les ai faites là-dessus après mon bac. Donc, j'ai eu mon master dans ce domaine-là. Je vais pas dire que je ne me suis jamais intéressée à la santé mentale parce que je la considère comme un domaine très transversal qui touche tout le monde et j'ai toujours été intéressée par l'humain. Mais la psychologie, vraiment, c'était pas vraiment un domaine qui m'intéressait. Jusqu'en 2021-2022, donc la période dépressive, c'était en 2022, certes, mais l'avant-dépression, c'était en 2021. Jusqu'en 2021-2022 où je me questionnais sur beaucoup de choses en fait. Donc il y avait beaucoup de choses qui ne se passaient pas comme je le voulais. Il y avait beaucoup de choses qui étaient arrivées, qui étaient vraiment imprévues. À ce moment-là, je me suis posée, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. En 2022, avec un concours de circonstances, un burn-out, une situation très déstabilisée, je vais dire. En tout cas, aucune de mes certitudes, en tout cas des bases certifiantes que j'avais, toutes les bases, on va dire, étaient en train de glisser. Ma spiritualité qui est une des bases fondamentales, même chose. Et voilà, ça a créé une dépression très sévère chez moi en 2022, jusqu'à ce que j'ai besoin de voir un spécialiste, un psychologue. Et qu'on me dise que la séance c'est à 30 000 francs l'une heure. Je
j'étais choquée. Voilà, c'était la première fois que j'étais confrontée à cette réalité-là. Pourquoi une séance chez le psychologue coûtait aussi cher? Parce que si je voulais voir un médecin, on a une clinique chez nous, dans notre quartier. Déjà, c'était difficile, par exemple, de voir ce psy-là. Alors que, par exemple, si je voulais voir un médecin généraliste, peut-être j'allais juste payer 5 000 francs pour avoir une consultation. Et du coup, dans ma tête, dans ma configuration, c'était que soit c'est 5 000 francs comme dans les privés, et 1 000 francs peut-être dans le public, etc., comme ça se passe tous les jours. Donc, j'étais choquée d'être confrontée à cette réalité-là. Et dans ma tête, je me disais, je suis sûre que je ne suis pas la seule personne qui vit la même chose. Qui vit cette chose-là. Donc, comment font les autres? Parce que 30 000 francs dans un pays où 2/3 de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est pas du tout accessible. Et voilà, mes premières réflexions, c'était comment on fait pour que ça, parce que c'était pas évident. Moi, je me considère comme une personne assez forte pour gérer certaines choses. Si ça a pu m'arriver, ça a pu arriver à d'autres personnes. Comment elles ont pu faire pour gérer, ou bien est-ce qu'elles en sont sorties? Du coup, voilà, beaucoup de questions. Comment elles ont fait? Est-ce qu'elles en sont sorties? Est-ce que finalement elles se sont résignées à dire que vu que la thérapie c'est pas accessible, on vit avec jusqu'à ce qu'une solution se trouve, etc. Et voilà, c'est comme ça que les premières questions sur la santé mentale, la psychologie ont germé dans ma tête. Quand ces questions-là sont arrivées, je me suis dit, je suis sûre qu'au Sénégal, ça existe. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, à faire des recherches sur le sujet pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait. J'ai trouvé des associations qui évoluaient dans le domaine. J'ai essayé de les approcher, mais en vain, j'ai pas eu de retour. Et moi, je me suis dit dans ma tête, je veux faire quelque chose. Je sais ce qui m'est arrivé. Ça m'a fait très mal de rester presque une année, sinon plus, de ma vie. C'est comme un gap, quoi, un vide. Et je ne voudrais pas, ou même pas que je ne voudrais pas, mais que si ça arrive à d'autres personnes, qu'on puisse leur dire, écoutez, vous avez un soutien. Donc, quand j'ai approché les associations qui évoluent dans ce domaine-là sans succès, je me suis tournée vers les autres organisations, etc., qui œuvraient dans d'autres domaines, mais je leur ai proposé de créer un volet santé mentale que j'allais développer gratuitement, bénévolement. J'ai pas eu de retour. Et du coup, comme moi, dans ma tête, quand j'ai envie de faire quelque chose, je vais trouver les gens qui peuvent me faciliter la chose. Sinon, je vais essayer d'y aller avec mes propres moyens, de voir ce que je peux faire. Et c'est par la suite que j'ai commencé à faire des recherches sur tout. Et je me suis rendu compte que si je veux avancer dans le domaine de la santé mentale, il faudrait que j'aille étudier la santé mentale. Il faudrait que j'aille étudier la psychologie. Et c'est comme ça que j'ai repris aussi les études en psychologie. Donc, pour me former davantage, parce que c'est ça ma philosophie de la vie. Je pense que personne ne devrait parler d'un sujet qu'elle n'a étudié, etc. Donc ça, c'est vraiment une philosophie de vie. Donc c'est comme ça que j'ai repris les études pour en savoir plus et pour démarrer les activités avec Toctemu. Donc voilà, c'est un peu ça le parcours de Fatou jusqu'à la création de Toctemu. D'accord. C'est intéressant. Et du coup, quand tu t'es en fait engagée dans cette filière, je voudrais d'abord en fait qu'on brosse un petit peu l'état de la santé mentale sur tes observations de terrain que tu as fait. Parce que aussi dans le milieu de la recherche, tu représentes ce qu'on appelle aussi la patiente expert. Qu'est-ce que, de par tes observations, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'état de la santé mentale au Sénégal? Je sais qu'il y a des rapports de l'OMS assez alarmants sur notamment les suicides de jeunes à venir qui vont exploser en Afrique. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'état de la santé mentale aujourd'hui? Alors, déjà, concernant tout ce qui est rapport, moi j'ai toujours tendance à dire que malgré le ton alarmant par exemple de l'OMS, je me dis qu'ils sont encore très loin
des réalités. Parce que c'est pas une enquête, on va dire, holistique qu'ils ont eu à faire, raison pour laquelle c'est pas évident d'avoir des chiffres exacts. Et comme nous sommes vraiment sur le terrain, c'est-à-dire, je me dis à chaque fois que peut-être je suis devenue paranoïaque à force de fréquenter le terrain, mais c'est encore plus alarmant que ça en fait. C'est-à-dire que les gens, je pensais que la souffrance existait, mais je savais pas que c'était à ce niveau en fait. C'est-à-dire à toutes les couches de la société, les gens souffrent. Pour diverses raisons peut-être, pour diverses causes peut-être, mais la souffrance elle est là et l'aide n'est pas là. Ce qui veut dire que ce soit le suicide, que ce soit le taux de dépression, que ce soit autre chose, ça va augmenter. Tout simplement parce que la demande, elle est vraiment là, sans pour autant que l'aide soit là. Donc, pour la situation de la santé mentale, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, déjà dans un pays où c'est pas du tout accessible, donc supposons que ces deux tiers de la population-là qui n'ont pas accès aux soins, donc supposons que ces 2 tiers-là ne font pas partie de la santé mentale, ne font pas partie, en tout cas ne sont pas pris en compte dans tout ce qui est soins psychologiques, etc. Donc ils ne font pas du tout, ils n'ont pas du tout accès à ces services-là. Et imaginez 2 tiers de 18 millions de personnes, donc c'est vraiment plus de la moitié de la population sénégalaise. Donc c'est une situation alarmante. Et il y a aussi la situation du fait que l'information n'est pas arrivée. Je ne veux pas dire n'est pas accessible, mais n'est pas arrivée en fait à ces gens-là. Parce que nous, à chaque fois qu'on va sur le terrain, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce que la santé mentale ? Qu'est-ce que la santé mentale? Et les gens vont te dire personne qui a perdu la tête, dof, folie, etc. Donc, il y a toujours cette liaison que les gens font de cette liaison-là qu'il y a entre santé mentale et maladie mentale, alors que c'est 2 concepts vraiment différents. Ce qui pose à réfléchir sur le fait que si on arrive à faire comprendre aux gens que la santé mentale est très très loin de la maladie mentale, c'est comme si on parlait de santé et de maladie aujourd'hui de manière très simple, on pourrait faire comprendre accepter même la santé mentale aux populations. Parce qu'il y a toujours ce refus-là, ce tabou-là qui entoure la santé mentale. Les gens ne veulent pas en parler, les gens ne veulent pas... nous, c'est ce qui nous a... Par exemple, quand j'ai créé Talk to Me, je me suis dit, l'idée, c'est de juste rendre accessible parce que comme c'est cher, c'était le problème auquel j'étais confrontée. C'est ce problème-là que je vais essayer de résoudre. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer des cercles où ceux qui n'ont pas les moyens pourraient avoir accès aux soins gratuitement ou bien à faible prix. Quand on a créé ces cadres-là, les gens nous appelaient derrière pour dire « je suis intéressé », comme c'était des groupes, « je suis intéressé mais je ne veux pas venir parce que je ne veux pas qu'on voit mon visage. Est-ce qu'il y a des possibilités de faire ça en ligne? Est-ce que » Et moi, dans ma tête, je me disais « pourquoi les gens ne veulent pas parler de leurs problèmes à visage découvert ?» C'est parce que quand tu es grippé, il suffit qu'on te demande pour que tu dises je suis grippé. Quand tu as mal quelque part, il suffit qu'on te demande pour que tu dises j'ai mal quelque part. Alors pourquoi on a du mal à dire je ne vais pas bien mentalement? Du coup, l'un des premiers points auxquels à part le fait que le constat que tu avais fait, c'est sur la question du rapport onéreux aux séances. J'ai vu que dans ton travail, quand même, le premier point auquel tu t'es intéressée, c'est de démystifier finalement la question de la santé mentale, de le sortir du secret, de la honte, du déni. Et en fait, du coup, comment ça se passe concrètement quand... Oui, effectivement. Et à chaque fois qu'on crée un concept sur Talk to Me, c'est qu'on s'est confronté à un problème sur le terrain. D'accord. Et on se dit, comment on fait pour résoudre ce problème-là? Donc, en premier lieu, on s'est dit, les coûts sont exonérables, c'est catastrophique, c'est pas possible. On crée un concept pour que ça soit accessible à tout le monde. On a créé ce concept-là.
Et quand on a créé ce concept-là, les gens ne voulaient pas venir parce que, voilà, ils ne voulaient pas en parler, ils ne voulaient pas que les gens connaissent leurs problèmes. Et d'ailleurs, lors de nos premières séances, on faisait de telle sorte que les histoires ne soient pas connues. Donc, ce qu'on faisait, c'est que les personnes qui sont là écrivent leur histoire sur une feuille. Après, on mélange les feuilles, on redistribue de telle sorte que les histoires seront lues, mais par d'autres personnes, et on va interpréter ces histoires-là. Juste pour le fait que ceux qui sont présents ne puissent pas connaître l'histoire de l'autre pour ne pas la juger, etc. etc. D'accord. Et encore, ça avait un blocage. Le blocage, c'est que ça voudrait dire que c'est ouvert qu'aux instruits. Oui. Aux instruits. Parce que l'écriture, exactement. Tout le monde n'écrit pas. Tout le monde n'écrit pas, tout le monde ne lit pas. Comment on fait pour pallier ça? À côté, il y avait d'autres personnes qui savaient lire, qui savaient écrire, qui appelaient derrière pour dire « Je voudrais participer, ça m'intéresse, mais je ne veux pas qu'on voit mon visage. » etc., etc. Donc, face à ces deux problématiques-là, il fallait qu'on trouve une solution. Et la problématique, c'était que les gens avaient toujours honte de parler de santé mentale. Donc, il fallait qu'on brise le tabou. C'est pour ça qu'on a instauré nos séances de talk. Les séances de talk, c'est des séances où on est sur le terrain, on va dans les quartiers en collaboration avec des associations, etc. Parce que tout le monde n'a pas accès au digital, bien vrai qu'on est sur le digital, il fallait cette communication de proximité-là, où on explique en des termes très simples, en fonction de l'environnement de la personne. On prend des exemples très concrets que la personne vit tous les jours pour lui dire c'est ça la santé mentale, qui est très 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 différente de la maladie mentale. D'où le fait que la psychologie, en fait, elle est à l'avant-garde en fait, de la question de la santé mentale, parce que quand on va vers la folie, on va vers la psychiatrie. Vous êtes en psychologie, c'est ça. Ce qui est différent. Et bien, exactement. Oui. C'est intéressant, on reviendra sur le travail de Talk to Me probablement. Mais donc tu as créé cet espace de convivialité-là dans lequel les gens ils peuvent parler en tout anonymat. On se rend compte qu'on est dans une société à tradition orale, donc l'oralité est très importante. Donc tu donnes aussi le moyen d'utiliser ce médium, la question de l'anonymat aussi, tu essayes en fait donc en fait tu t'adaptes par rapport au public que tu as, mais par ailleurs tu t'es inscrit en psychologie à l'université qui a un curricula, une façon de transmettre et d'enseigner et de vous préparer en tant que psychologue à avoir tout un dispositif. Est-ce qu'il est ressemblant à ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as observé à l'université? J'ai l'habitude de le dire, même à l'université, qu'il y a vraiment un gap entre ce que nous apprenons et les réalités auxquelles nous sommes confrontés. D'accord. Sur le terrain. Parce que cette adaptabilité-là que nous avons, nous, à tester des concepts, à aller dire, l'écriture, ça ne marche pas au Sénégal. Il faudrait qu'on parle. L'oralité, peut-être, ça ne marche pas dans certaines zones. Il faudrait qu'on danse. La danse ne marche pas. Il faudrait qu'on fasse de la boxe, etc. On n'a pas cette adaptabilité-là à l'université. On ne nous apprend pas ça. À l'université, on va nous apprendre la psychologie classique. Et quand je dis classique, c'est que comme ça s'apprend à l'Europe, à t'apprendre les différents courants de pensée, on va t'apprendre les grands psychologues ou bien les grands auteurs sur la psychologie, les Freud et autres. On va t'apprendre les concepts, la psychanalyse, etc., etc. Mais ça, c'est pas adapté à nos réalités socio-culturelles. Pas du tout socioculturel, parce que si je vais voir un habitant d'un quartier reculé à Dakar, une personne qui n'est pas du tout instruite, qui ne s'y connaît pas en santé mentale, qui ne sait pas ce que ça signifie la psychologie, qui ne l'a jamais entendu parler, et que je vais voir cette personne-là pour lui dire écoute, je vais faire de l'hypnose, etc. C'est sûr à 100% que ça ne va pas marcher. Maintenant, la question à se poser, c'est qui est notre cible. Quand on nous apprend la psychologie, c'est pour après aller soigner qui? Parce que même en psychologie, on te dit que s'il y a une grande différence culturelle, en tout cas entre le patient et le spécialiste, dès la base, le diagnostic peut être biaisé. Parce que
le spécialiste ne peut pas comprendre les réalités de la personne qui est en face d'elle. Donc, c'est pas évident de se dire que cette personne-là me parle de ses ancêtres djinns qui lui apparaissent. En fait, c'est intendable même dans lui, dans sa manière de voir les choses. Alors imaginez cette personne-là donc ne pourra pas donner un diagnostic, ne pourra même pas administrer des soins à ce patient-là, c'est pas possible. Donc il faudrait qu'on puisse avoir une psychologie qui soit adaptée à nos réalités. Et quand on parle des réalités sénégalaises, on n'a pas qu'une seule réalité, on a des réalités qui vont différer en fonction de l'ethnie de la personne, de la culture de la personne, des croyances religieuses de la personne. Et il faudrait qu'on puisse apprendre à cette personne, par exemple, c'est très important au Sénégal qu'on ait une branche sur la psychologie religieuse. Ça serait important vu qu'on est un pays très religieux, très peu importe ta religion, mais qui est très croyant en fait. Ça serait très bien. On a 2 branches actuellement pour le master, donc la psychologie sociale et la psychologie clinique. Ça serait important d'avoir une branche pour les gens qui veulent se spécialiser en psychologie, par exemple, religieuse. Ça serait important d'avoir des branches sur les gens qui veulent se spécialiser dans tout ce qui est, je sais pas, culture-thérapie, art-thérapie, etc. Parce que nous sommes aussi un pays qui est très artistique, où il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup de culture, etc. Ça serait très, très, très bien de l'avoir. Et ne pas nous cantonner sur ce qui se fait à l'Occident. Et je ne leur en veux pas parce qu'on n'a pas encore produit de psychologues au Sénégal. Donc, naturellement, les psychologues que nous avons actuellement ont appris à l'Europe ou bien ont appris en ligne, ou etc. Et ce qu'ils ont appris, c'est le contenu venant de l'Europe. Mais ce contenu-là doit être challengé. C'est un contenu qui doit être challengé en fonction de nous, nos réalités. La personne, afin que chaque personne, que tu sois de Dakar, Ziguinchor, etc., qu'on puisse te proposer une thérapie qui t'est adaptée. Parce qu'il n'existe pas qu'une seule thérapie en psychologie, il existe des thérapies en fonction des individus. Donc, des milieux de thérapie, il faudrait que nous puissions avoir nos thérapies à nous, qui sont peut-être centralisées sur le Ndeup, qui sont centralisées sur les autres cultures, que ce soit les Sérères, etc., etc. Faire cette anthropologie-là de la psychologie sénégalaise afin d'avoir un contenu qui est adapté, parce que c'est pas du tout adapté à nos réalités, en fait. D'accord. Aujourd'hui, on en est loin, donc on a un petit peu de la psycho. Enfin, il y a vraiment beaucoup on voit ce qu'on appelle la colonialité, beaucoup dans le système de la psychologie. Tu parles du dispositif du divan. On avait discuté dispositif du divan. À quoi ça correspond vraiment dans nos espaces conviviaux. Deuxièmement, la question du prix. Du coup, la psychologie, mais en fait, elle s'adresse à qui finalement? Donc, elle s'adresse aux gens qui ont les moyens. Et donc, ça un petit peu perpétue la question des inégalités en matière d'accès aux soins. En tout cas, ça les creuse. C'est très intéressant. Et du coup, je note que du coup, le curricula universitaire devrait être revu. Et ça, en diagnostiquant le fait qu'il n'est pas du tout adapté à nos réalités. Il faut regarder en face finalement le public ou les patients ou la souffrance qu'on a ici dans nos sociétés, que c'est pas, voilà. Et je sais que par ailleurs, quand on avait discuté pour préparer cette émission, tu travailles aussi sur la question même de l'évaluation de la personnalité, du psychisme peut-être. Tu vas un petit peu plus éclaircir la question. Il y a des enquêtes qui se font en psychologie sur l'état mental de l'individu. Je ne sais pas quel est son contenu ou ses critères de validation, mais tu es critique par rapport à ça. Oui, critique dans la mesure où, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, dans la mesure où c'est une évaluation également basée sur, bien vrai que c'est la plupart du temps des évaluations qui ont été validées par des scientifiques, mais des scientifiques qui ne sont pas d'ici, des scientifiques qui sont d'ailleurs, une évaluation qui est utilisée ailleurs et qui peut marcher ailleurs, qui peut marcher à l'Occident, etc. Donc, c'est le même constat, en fait, qui va rejoindre ce que je disais tout à l'heure. Pour pouvoir évaluer la personne, il faudrait l'évaluer en fonction de ses réalités.
Si moi, aujourd'hui, tous les matins, je bois du quinqualibre, si tu m'évalues en fonction du café, l'évaluation est biaisée dès le départ parce que tu vas me dire, est-ce que tu bois du café tous les jours? Je vais te dire jamais. Alors que à côté, je bois autre chose. Donc, c'est ça qu'il faudrait prendre en compte, en fait. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, j'en ai pas parlé, il faut cette proximité-là entre les psychologues, les spécialistes et la population. Qu'on ne voit pas les psychologues du genre, ce sont les génies de la tête, les génies de... Enfin, voilà, on devrait démystifier ce travail-là parce que ce sont des gens qui doivent être à proximité de leurs patients. Peut-être d'autres spécialistes, d'autres corps de métier peuvent se permettre d'avoir cette distance-là. Mais les psychologues, les psychiatres, ou bien en tout cas, peut-être même pas les psychiatres, mais en tout cas les psychologues, les psychothérapeutes, ou les personnes qui évoluent dans ce domaine-là, les coachs ou autres, ne doivent pas être loin de leur communauté. Ils doivent tout le temps savoir quelles sont les tendances, qu'est-ce qui se passe actuellement, qu'est-ce qui génère cette psychose-là, qu'est-ce qui fait que les gens maintenant ont peur, sont paranoïaques. Tout le temps, on doit avoir cette proximité-là pour demander à la population qu'est-ce qui se passe. Et c'est en connaissant les problèmes qu'on peut y apporter des solutions. Mais si nous sommes restés figés dans l'époque antique ou bien je ne sais pas dans quelle époque en nous disant voilà ce qui se passe quand on te dit quand on te donne une grille d'évaluation, si tu remplis la grille d'évaluation, c'est telle maladie que tu as, c'est telle maladie que tu n'as pas. Non, c'est pas possible. D'accord. Parce que les mentalités évoluent. Voilà, le psyché de la personne évolue en fonction de son époque. Aujourd'hui, peut-être qu'on parle des digital natives, on parle des jeunes qui sont accros aux écrans. Ça n'existait pas peut-être en 90, ça n'existait pas en 80, dans les années 80. Et pourtant, c'est une réalité que nous avons actuellement, les jeunes qui sont addicts aux écrans. Quand on parle d'addiction ou d'autres pathologies qui vont exister, et on devrait avoir, par exemple, il y a la DCM, donc la classification des maladies mentales qui existe, mais dans ces maladies, dans ces maladies mentales-là qui sont répertoriées, est-ce que nous nous trouvons dedans, en fait? Est-ce que nous nous trouvons dans ces maladies qui sont répertoriées? Est-ce que c'est vraiment des maladies qui sont sénégalaises, qui sont africaines, qui nous sommes sûrs, ça... Il y a des gens en Afrique, au Sénégal, qui les vivent. On n'est pas sûr. Ou bien même, est-ce que dans ces maladies-là, il y en a d'autres qui ne sont pas répertoriées et qui sont proprement sénégalais, qui sont proprement africains? Extrêmement intéressant. Le DSM, effectivement, c'est quelque chose qui est explosif. Moi, j'avais vu des discussions aux États-Unis. On discute tout le temps, chaque année, des DSM. Qu'est-ce qu'on fait entrer dans les catégories? Qu'est-ce qu'on construit? Parce que le DSM, c'est une construction sociale, hein, en fait, des pathologies. Et effectivement, il faudrait le travailler. Tu dis que ça soit en congruence avec les types de mots ou l'univers symbolique du malade, etc. Donc, c'est un immense travail. Et tu as évoqué le digital. Je sais que tu maîtrises les outils digitaux et que c'est ton outil de travail. En même temps, parce que tu l'utilises dans tes axes de sensibilisation, mais aussi tu montres que de quelle manière en fait ça a un lien avec la santé mentale et par la consommation effrénée des outils digitaux, les réseaux sociaux, etc. J'ai vu un petit peu dans tes interventions que tu donnes l'alerte sur la question des addictions, des troubles de la cognition, de l'apprentissage, etc. Et qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, il y a des enquêtes parlementaires sur TikTok, etc. Et toi, en fait, comment tu penses tout l'envahissement et l'occupation des cerveaux des jeunes, je dirais ça, comment ils sont submergés. Toi, en tant que psychologue, même si tu es psychologue apprenti, tu es quand même une patiente experte, tu as quelqu'un qui a une expertise. Où est-ce que tu voudrais pointer le curseur sur, en fait, la submersion de nos cerveaux par les outils digitaux? Qu'est-ce que tu voudrais pointer? Quelle vigilance tu veux appeler? Et quel est le travail de la psychologie sur cette question? S'il y a un travail à faire pour les psychologues là-dessus,
c'est d'utiliser les outils digitaux. D'accord. De pouvoir se dire que on ne peut plus retourner en arrière pour dire aux jeunes n'utilisez plus les plateformes digitales. On ne peut plus le faire. En tout cas, ce temps-là s'est révolu. Au contraire, on avance, on va même dans tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Ça va s'empirer parce que maintenant, il y a des jeunes ou même des adultes qui utilisent l'intelligence artificielle comme psychologue. Donc, c'est encore plus grave, ça va s'empirer. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que, et ça rejoint toujours ce que je disais tout à l'heure, le psychologue contemporain doit être en alerte sur tout ce qui se passe dans son époque. Pour se dire, en fonction de mon époque, comment je me positionne pour aider les gens à avoir un mieux-être mental. Aujourd'hui, c'est pas possible de pouvoir aider les jeunes sans pour autant être proche d'eux. Et pour être proche d'eux, il faut être sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est une sorte de proximité. Il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux, qu'il faut aller voir sur le terrain, certes. Mais la plupart des jeunes sont sur les réseaux. Si on ne sait pas comment utiliser ces plateformes digitales-là, si on ne sait pas, et qu'on se dise que, écoute, non, c'est pas bien, Facebook, Instagram, etc., les jeunes perdent leur temps, non. Toi, ce qui t'intéresse, c'est d'aider les gens, c'est d'améliorer leur santé mentale. Et la situation actuelle, c'est que les jeunes, à 80, peu importe, ils vont même se tuer pour avoir 100 francs de connexion, mais ils vont être connectés. Ouais. Donc, comment dans ces 1 heure de connexion-là, tu arrives à lui faire comprendre quelque chose sur la santé mentale. Donc ça, c'est une sorte aussi de proximité. Et encore, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle et à chaque fois que j'en parle, c'est ce que je dis, qu'on a commis une erreur avec les réseaux sociaux, c'est que y a quelque chose d'important dans la santé mentale dont on ne parle pas, c'est la phase préparatoire. Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui quelque chose me choque au point de causer une détresse mentale, c'est que je ne m'y étais pas préparée. C'est que je n'avais pas les bagages pour gérer. Donc, il faudrait qu'on prépare les gens. On n'a pas préparé les gens quand les réseaux sociaux, quand les plateformes digitales sont venues. Donc, on s'est réveillé et voilà, bam, les réseaux sociaux, ça se passe à l'Occident, tout le monde l'utilise, les jeunes l'utilisent aussi, ok, c'est bon. Et nous, on est obligés de nous adapter. C'est la raison pour laquelle tous les problèmes que nous avons actuellement avec les réseaux sociaux et qui sont ingérables, c'est parce que tout simplement, on n'a pas été outillés à utiliser. On ne sait pas pourquoi Facebook a été créé à la base. C'est pour ça qu'on ne va pas l'utiliser comme le créateur l'a voulu, mais on va l'utiliser autrement. TikTok, d'habitude, les gens d'ailleurs vont l'utiliser pour apprendre. Nous, on va l'utiliser pour s'amuser. Parce qu'on n'a pas été préparés, on ne nous a pas appris comment utiliser ces outils-là. Même chose si on ne fait pas la phase préparatoire pour l'intelligence artificielle. Et se dire que nous, en tant que psychologues, non, on ne va pas utiliser l'intelligence artificielle parce que si, parce que ça. On a fait l'expérience. On a un chatbot d'Alanda qui évolue, donc voilà, qui consiste à poser des questions. Et quand on a créé ce chatbot-là, c'est en mode stand-by parce qu'on s'est dit, arrêtons-nous. Arrêtons-nous parce qu'on est en train de nous battre contre les addictions. On ne voudrait pas que les jeunes soient addicts aux écrans. On voudrait qu'ils aient une vie normale à côté. Donc, si nous créons un chatbot qui, à la base, va donner les informations nécessaires à la personne en tout ce qui concerne sa santé mentale à n'importe quel moment, n'importe quel jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Mais comment on fait pour que la personne ne soit pas addicte? Qui a créé ce chatbot? C'est un ingénieur, mais bon, c'est dans Talk to Me en fait. Dans Talk to Me, d'accord. Voilà. Donc, et on s'est dit, arrêtons-nous. Parce qu'on ne va pas dire éviter les addictions, éviter les écrans, éviter les réseaux sociaux, éviter d'être accro en tout cas, et nous créer un outil qui va rendre les gens accros. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train de faire une étude sur à quel moment on devrait dire à la personne qui utilise Dalanda de s'arrêter, de lui dire, écoutez,
j'ai répondu à vos questions. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, soit il y a un club de thérapie qui est à côté de vous, qui va vous orienter, ou bien il y a un spécialiste à côté de vous qui va vous orienter, ou bien en tout cas lui donner des alternatives où il aura un contact humain. Et que dans la journée, qu'il ne soit possible de se connecter qu'une fois en 30 minutes ou 1 heure. Donc, c'est des paramétrages sur lesquels on est en train de réfléchir pour nous dire comment on paramètre, nous, notre chatbot pour que ça ne soit pas un outil addictif. Et qu'à chaque fois, la finalité, ça serait de renvoyer la personne vers le contact humain. Mais nous, si on prend en compte toutes ces réalités-là, parce que nous sommes sur le terrain, nous luttons vraiment pour la cause de la santé mentale, ce n'est pas les mêmes réflexions que vont avoir les autres outils d'IA. Non. Parce que eux, c'est ça ce qu'ils veulent en fait, que tu utilises H24, leur outil. C'est comme ça qu'ils gagnent, c'est comme ça qu'ils arrivent à rentabiliser leur application, etc. Donc voilà, si on le fait à côté, c'est sûr qu'ils vont avoir des alternatives, utiliser ChatGPT, utiliser autre chose en fait. Donc vraiment, c'est des réflexions à avoir sur quelle est la limite. Oui. Mais il faudrait d'abord l'utiliser pour le comprendre, savoir ce qu'il y a. Comment maintenant on contourne tout ce qu'il y a d'addictif pour dire c'est bien d'utiliser les outils digitaux, mais aussi c'est très bien le contact humain parce que l'être humain c'est un animal social. On ne doit pas l'utiliser. Malgré tous les outils que nous avons actuellement, nous resterons toujours des animaux sociaux. Donc voilà, ça doit faire partie le contact humain. À plus forte raison, l'Africain, le Sénégalais, où nous, dans toutes nos histoires, on nous parle du pench, on nous parle de l'arbre à palabres, on nous parle des discussions, du wartan, etc. Donc ça doit toujours faire partie aussi du quotidien de l'individu, d'être en contact de l'autre, d'avoir cette sociabilité-là qui est en train vraiment de se creuser davantage de jour en jour. Donc, si je résume, les psychologues, en fait, devraient s'adapter à leur monde, ce monde qui évolue, notamment même s'ancrer ou en tout cas aller vers le digital, pas interdire aux gens d'utiliser, notamment les jeunes, d'utiliser le digital, essayer de le comprendre. Et vous avez même concrètement dans Talk2Me expérimenté un chatbot qui s'appelle Dalanda. Et en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il est important d'y inclure une éthique du soin, vous en tant que professionnel. Où s'arrête la machine? Où est-ce qu'il faudrait faire ce qu'on appelle en fait le human in the loop, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'humain dans la machine, qu'on oriente les humains, qu'ils sachent qu'il y a des espaces de convivialité. Vous parlez du pench qui est très très ancien, qui a été implémenté en psychiatrie, ça c'est très intéressant. Et ça, vous remettez, de toute façon, vous avez remis ça en place comme dispositif dans le Talk2Me, puisqu'il y a un espace où tout le monde se réunit et on parle. Oui, il y a toujours ces espaces de parole. On se dit, on utilise le digital, mais il faut que, en fait, il soit hybride. Il y a la question de la responsabilité du patient qui demande au chatbot des questions, du patient ou de quelqu'un, n'importe qui qui veut qui est intéressé par des aspects psychologiques. Et il faut que ça soit encadré par le professionnel qui doit se rendre compte qu'il y a une éthique du soin à respecter. Il faut que, finalement, que l'humain il se rende compte que il faut qu'il le glisse, il faut qu'il se rende compte que la prise en charge, qui le fait réellement, c'est vraiment des humains. C'est ça. Il faudrait vraiment que les êtres humains se rendent compte qu'une machine ne pourra pas les soigner. Qu'une machine ne pourra pas les soigner. La machine peut répondre aux questions, la machine peut se comporter parfois même comme un humain en te disant oui, je comprends, et peuvent peut-être même avoir une humanité que certains n'ont plus à cause du manque de temps, à cause de beaucoup d'autres facteurs, et qui ne va pas divulguer tes problèmes parce que voilà, l'humain peut-être va le faire. Peut-être aussi, c'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'à cause des dysfonctionnements, je vais l'appeler comme ça, entre guillemets, de l'être humain, c'est-à-dire que c'est un être qui peut du jour au lendemain aller raconter tes problèmes, etc., qu'on va trouver comme alternative la machine. Et ça, c'est une sensibilisation que les psychologues doivent faire. Et pour pouvoir le faire, il faudrait d'abord s'imprégner dans cet univers-là. Savoir comment les gens réfléchissent quand ils utilisent l'IA, comment les gens voient l'IA.
cette image-là qu'ils ont de l'IA. Et ce n'est que comme ça que tu pourras te dire que voilà l'image qu'ils ont, voilà comment ils utilisent, voilà ce qu'ils en font. Et nous, en tant que psychologues, il faudrait qu'on trouve une alternative pour leur montrer que tout ce que l'IA vous propose, l'humain peut vous le proposer et de manière très accessible, parce qu'il y a toujours cette accessibilité-là. Et c'est la difficulté avec l'IA, parce que l'IA est très accessible, maintenant gratuit, à tout le temps. Donc il faudrait que tu trouves une alternative qui soit adaptée, accessible, pas très loin peut-être même parfois, mais pour dire à la personne et lui rappeler à chaque fois, même si cet outil-là c'est aussi une IA que tu vas mettre en place, lui rappeler à chaque fois, n'oublie pas, malgré les informations que je vais te donner, je reste une machine et toi en tant qu'être humain, tu dois te rapprocher de tes pairs humains. C'est très important. Très bien. Il y a une question que je voulais poser, c'était la question du plaidoyer. Tu fais du plaidoyer pas mal, et un de tes plaidoyers très très connus, c'est en direction des politiques. Oui. Qu'est-ce qu'il en est, quel était le contenu de ce plaidoyer? Qu'est-ce qu'il en est ressorti finalement? Bon, c'est un plaidoyer qui continue, comme on dit. Un plaidoyer, c'est quelque chose qui se fait à long terme, donc sur des années. Donc voilà, on continue ce plaidoyer-là tous les jours, dans toutes nos actions, etc. Et le plaidoyer, c'est une inclusion de la santé mentale dans les politiques publiques. Et pour une inclusion de la santé mentale dans les politiques publiques, il faudrait que les autorités comprennent d'abord c'est quoi la santé mentale. Nous avons vu récemment la sortie du Premier ministre demandant à ce qu'on revoie la loi 75 sur l'internement des personnes errantes, donc des malades mentaux errants. Et ce qui est dommage au Sénégal, c'est que nous sommes vraiment un pays d'urgence. Des gens qui vont agir quand il y a déjà une catastrophe. Mais on n'est jamais on est rarement, pour ne pas dire jamais, mais on est rarement dans la prévention. Parce que déjà, cette décision-là, c'était suite à un malade mental qui errait donc sur la route de Louga, qui jetait des pierres et qui a fait donc des morts. Donc déjà, ça c'est alarmant. Et au lieu de le prendre en charge avant, il a fallu qu'il fasse déjà des morts pour pouvoir se dire, écoutez, on revoit donc l'internement des malades mentaux. Mais encore, avant d'en arriver à être un malade mental, la personne va montrer des signes avant. C'est comme ce que vous disiez tout à l'heure entre la différence entre la psychologie et la psychiatrie, c'est que quand on va en psychiatrie, c'est que vraiment, là, c'est encore plus grave. Mais il faudrait qu'on soit aussi dans la prévention. Il faudrait qu'on puisse se dire que, avant que quelque chose ne se détériore, essayons de la conserver. Si on arrive à trouver des politiques, des méthodes qui font que la santé mentale des Sénégalais ne se détériore pas, on n'aurait pas à avoir des situations où on se dit on va les interner. C'est la raison pour laquelle, dans le système de santé, on doit avoir une part fondamentale, représentative de la santé mentale. Pour se dire que la santé, comme le dit l'OMS, c'est un état de bien-être physique, mental et social. L'un ne peut aller sans l'autre. On ne peut pas parler de physique et laisser le mental de côté. On ne peut pas parler de physique et laisser le social de côté. C'est un tout. Ce sont ces trois-là qui forment la santé globale de l'individu. Qu'on puisse se dire, Oumi, elle est en bonne santé. Ça voudrait dire qu'elle a coché la case de la santé physique, la case de la santé mentale et sociale. Mais dès l'instant que ce sont des cases qui ne sont pas cochées, c'est pas possible de prétendre à avoir une santé. C'est la raison pour laquelle quand on parle de santé, je dis personne n'est en bonne santé au Sénégal parce qu'on ne prend pas en compte les éléments fondamentaux d'une santé. Donc, il faudrait qu'on soit dans cette prévention-là. Et c'est ça notre plaidoyer. Qu'on leur dise que santé mentale n'est pas égale à maladie mentale. Quand on parle de santé mentale, on est vraiment dans toutes les politiques qui permettent d'intégrer le bien-être mental de l'individu, que ce soit dans les écoles, dans les bureaux, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les espaces où il y a des êtres humains. À chaque fois que c'est quelque chose qui touche l'humain, on doit mettre en place une politique pour prendre en compte sa santé mentale.
Et ces politiques-là doivent être... Par exemple, si c'est dans un lieu de travail, on sait que les mamans sont stressées avec leurs enfants, etc. Est-ce qu'on aménage un espace maintenant pour que leurs enfants soient à côté et que les mamans soient plus posées, moins stressées? Oui, par exemple, c'est une politique. Est-ce qu'on met en place des psychologues ou bien des assistants sociaux dans les écoles pour que les élèves qui peut-être frôlent le surmenage, etc., aient quelqu'un à qui parler? Il faut le faire. Et être toujours dans cet esprit de prévention. Il faut on ne va pas attendre que l'élève soit surmené pour dire « allons voir le psychologue ». Mais il faudrait que quand l'élève se dise « j'ai envie de discuter avec quelqu'un », qu'il n'ait pas à se dire « mais qui je vais voir? Est-ce que les psychologues, est-ce que ça coûte cher ?» Mais à chaque fois, il y a quelqu'un à côté pour l'aider, pour l'écouter. Maintenant, le souci, c'est que je comprends le problème des dirigeants, c'est le problème de tout le monde, c'est le problème de la communauté. La santé mentale, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose qu'on peut te dire « écoute, c'est le cancer, ça tue », c'est pas ça. Mais il faudrait le comprendre, il faudrait savoir, et c'est ça notre plaidoyer, leur dire que bien vrai que ça ne se voit pas, bien vrai que c'est pas palpable comme les autres pathologies, comme les autres maladies, mais oui, ça existe, ça touche beaucoup de personnes. Il faudrait qu'on le prenne en compte plus sérieusement et qu'on prenne en compte d'une manière où c'est adapté à nos réalités, encore une fois. Merci Fatou Rouma d'avoir accepté la conversation NDUP aujourd'hui. Compris. Rendez-vous au mois prochain pour un nouveau épisode de NDUP.